bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les intégrales généralisées. À la fin de la première vidéo, j'ai annoncé que on allait étudier les intégrales généralisées, pas forcément en utilisant la définition, c'est-à-dire en calculant l'intégrale entre a et b de la fonction f pour tout b plus grand que a, et ensuite en faisant tendre b vers plus l'infini. On ne pourra pas forcément faire ça parce qu'on ne connaît pas nécessairement une primitive de la fonction f. Ça a déjà dû vous arriver d'avoir des fonctions que vous ne saviez pas primitivées, je pense. C'est moins facile que de dériver. Et je vous avais dit, c'est un peu similaire à la situation dans laquelle on s'était trouvé avec les séries. En théorie, avec la définition, pour étudier une série, il faudrait qu'on calcule les sommes partielles, donc les sommes des termes jusqu'à n, et après on fait tendre n vers plus l'infini, mais souvent on ne peut pas calculer les sommes partielles, donc on ne peut pas faire ça directement. Et c'est pour ça qu'on avait introduit un certain nombre de critères, et on avait vu notamment des critères qui s'appliquaient dans le cadre des séries à termes positifs. Il va se passer quelque chose de très similaire ici. Les intégrales de fonctions positives vont jouer un rôle particulier, et on avait vu dans le cas des séries que quand on avait une série absolument convergente, elle était convergente, donc on pouvait se ramener souvent au cas, même pour une série qui n'était pas à terme positif, se ramener néanmoins au cas d'une série à terme positif en prenant la valeur absolue. Il va se passer quelque chose de très similaire pour les intégrales généralisées. On va pouvoir parler de convergence absolue. Et on va voir que, comme pour les séries, les intégrales généralisées absolument convergentes sont convergentes, ce qui va nous permettre de concentrer nos efforts sur les fonctions, les intégrales de fonctions positives. Donc, comme pour les séries, on dira que l'intégrale généralisée d'une fonction f sur un intervalle a plus l'infini Alors, pour que je puisse faire ça, il faut que la fonction soit au moins localement Riemann intégrable, donc il faut que j'écrive ça. Hop là, j'ai oublié de dire qui c'était f. F, du coup, c'est une fonction localement Riemann intégrable sur l'intervalle a plus l'infini. Et je vous renvoie à la vidéo précédente pour la définition de localement Riemann intégrable. Donc on dira que l'intégrale généralisée est absolument convergente, ou converge absolument. Alors pas parce qu'elle converge vraiment, quoi. Elle converge absolument, elle converge. C'est pas ça que ça veut dire, c'est l'intégrale de la valeur absolue de f est convergente. Et là, du coup, c'est convergente au sens qu'on a vu dans la première vidéo de ce chapitre. Donc absolument convergente, c'est exactement comme pour les séries, c'est quand l'intégrale de la valeur absolue converge. C'est ça, la convergence absolue. Et à nouveau, comme pour les séries, on va voir que si on a une fonction dont l'intégrale généralisée est absolument convergente, donc si cette intégrale-là converge, en fait, celle-là va converger aussi. Donc, soit f, une fonction, à nouveau, localement Riemann, bon, c'est écrit juste au-dessus, mais c'est pas très grave, une fonction localement Riemann intégrable sur a plus l'infini, si l'intégrale généralisée de f entre a et plus l'infini converge absolument, alors elle converge tout court.
peut-être que vous n'êtes pas sidéré par ce résultat, mais comme on va le voir, et comme on avait vu pour les séries aussi, il n'est pas si évident que ça à démontrer proprement. Puisque les fonctions valeur absolue de f et f, c'est pas la même. La fonction valeur absolue de f, dès que f passe en dessous de l'axe des abscisses, elle remonte, elle fait une sorte de saut comme ça. A priori, du coup, ces deux intégrales-là n'ont pas vraiment de lien, puisqu'il ne s'agit pas de l'intégrale de la même fonction. L'intégrale de la fonction valeur absolue de f et l'intégrale de la fonction f, ben, c'est pas l'intégrale de la même fonction. C'est pas clair qu'il y ait un lien entre les deux. On va voir que si, mais il va falloir travailler un petit peu. La première chose qu'on va montrer, donc étape 1 de la preuve, on va montrer que, alors si j'écris avec la règle ça va pas marcher, voilà. Étape 1, on va commencer par montrer que si xn, donc pour n'importe quelle suite xn qui tend vers plus l'infini, donc une suite xn qui tend vers plus l'infini, la suite un, donc on peut poser une suite qui va être l'intégrale entre a et xn de f de t dt. Cette suite-là est convergente. Donc ça va être notre première étape. Si on prend une suite qui tend vers plus l'infini, on peut faire une autre suite, du coup, qui va être l'intégrale entre a et xn de f de t dt. C'est un peu similaire à des sommes partielles, si vous voulez, sauf que là, la borne, c'est pas obligatoirement n, c'est n'importe quelle suite qui tend vers plus l'infini. Donc pour chaque suite xn, on va avoir une suite un différente. Si je prends la suite xn égale n, du coup, un, ça va être l'intégrale entre a et n de f de t dt. Si xn, c'est racine de n plus 3n, un, ça va être l'intégrale entre a et racine de n plus 3n de f de t dt. On va voir que pour chaque suite xn, la suite intégrale entre a et xn de f de t dt a une limite. Alors, quelle limite? C'est tout le problème. C'est que comme je ne sais pas si l'intégrale généralisée de f sur a plus l'infini converge, bah je ne sais pas qu'est-ce que ça serait la limite de cette suite. Et quand on doit étudier une suite, quand on doit montrer qu'elle converge mais qu'on ne sait pas vers quoi, on a un critère, c'est être une suite de Cauchy. Donc, comme on n'a pas d'idée de limite pour un, donc là c'est la preuve de l'étape 1, comme on ne sait pas quelle pourrait être la limite de la suite un, on va montrer que la suite un est de Cauchy. Alors on va essayer de majorer à un plus p moins un par un epsilon positif qu'on va poser à l'avance. Donc on cherche un n0 dans n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0 et pour tout p dans n, un plus p moins un doit être plus petit que epsilon. Donc on cherche un n0 à partir duquel on a ce résultat. Je vais décaler un petit peu ça pour la place d'écrire. Voilà. Ok, donc il me faut ça. Il faut que je montre que un est de Cauchy. Or, si je calcule
pour tout n dans grand N et pour tout p dans grand N. Pour le moment, je ne sais pas qui c'est n0, mais si je calcule un plus p moins un, c'est donc l'intégrale entre a et xn de la fonction f, xn plus p, pardon, moins l'intégrale entre a et xn. Alors là, en fait, on va utiliser la relation de Schall. Ça dépend un peu qui est le plus grand entre xn plus p et xn. Je sais que xn tend vers plus l'infini, mais ça ne veut pas dire qu'elle est croissante, hein. Elle pourrait tendre vers plus l'infini en faisant ça. Donc si c'est xn plus p le plus grand, on peut réécrire ça sous la forme, avec la relation de Schall, intégrale entre a et xn de f de t dt, plus l'intégrale entre xn et xn plus p de f de t dt, moins l'intégrale entre a et xn de f de t dt. Et si c'est xn plus p le plus grand, on le fait dans l'autre sens, on va voir que c'est pas très grave. Ici, du coup, on peut simplifier l'intégrale entre a et xn. Et il nous reste l'intégrale entre xn et xn plus p de f de t dt. Donc ça, c'est si... C'est pas très important, donc vous prenez pas trop la tête là-dessus. Donc ça, c'est le cas où xn plus p est plus grand que xn. Et en fait, si xn est plus grand que xn plus p, bah on fait ça dans l'autre sens et on va avoir l'intégrale entre xn plus p et xn de f de t dt. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'il y a la valeur absolue. Et vous savez peut-être que si les bornes ne sont pas dans le bon sens pour une intégrale, on la compte avec un signe moins. Et ce signe moins disparaît avec la valeur absolue. Donc même si xn en fait est plus petit, même si c'est xn qui est plus grand que xn plus p, ici, ce qui est possible parce que j'ai pas dit que la suite xn était croissante, a priori, ça posera pas de problème parce qu'au pire, ça fait un signe moins qui disparaît dans la valeur absolue. Donc vous prenez pas trop la tête avec ça. L'autre cas est similaire. Dans l'autre cas, on obtient juste l'intégrale entre xn plus p et xn. Et comme la différence entre les deux, c'est un signe moins et qu'il y a une valeur absolue, on s'en fiche. Donc on voudrait majorer ça par epsilon. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'intégrale de valeur absolue de f converge. Donc du coup, je vais utiliser une autre suite. La suite Vn, qui est l'intégrale entre a et xn de f de t dt. Et je vais essayer, donc celle-là, je sais qu'elle va converger. Et je vais essayer de comprendre le lien entre les deux. Donc, puisque l'intégrale de valeur absolue de f, enfin, l'intégrale de f est absolument convergente, donc on sait que l'intégrale entre a et x de valeur absolue de f de t dt a une limite finie quand x tend vers plus l'infini. Et du coup, Vn, quand n tend vers plus l'infini, xn va tendre vers plus l'infini, donc Vn va tendre vers cette limite. Donc ça, à nouveau, c'est parce que xn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini.
Donc Vn est convergente et donc elle est de Cauchy. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que, du coup, il existe un rang que je vais appeler n epsilon, tel que, pour tout n plus grand que n epsilon et pour tout p dans n, pardon, il faut que p soit un entier quand même, Vn plus p moins Vn va être plus petit que epsilon. Le epsilon que j'avais choisi au tout début. Et d'un autre côté, Vn plus p moins Vn, en valeur absolue, c'est l'intégrale entre a et xn de valeur absolue de f de t dt, moins xn plus p, pardon, décidément, deux fois que je fais la même erreur, moins l'intégrale entre a et xn de valeur absolue de f de t dt, ça c'est la définition de Vn. Et en faisant comme tout à l'heure avec la relation de Chasles, on obtient que ça c'est égal à la valeur absolue de l'intégrale entre xn et xn plus p de valeur absolue de f de t dt. Mais du coup, si je reviens à la suite qui m'intéresse vraiment, la suite un plus p moins un, c'était l'intégrale entre xn et xn plus p de f de t sans valeur absolue dt. Et ça, on sait que l'intégrale de f entre xn et xn plus p, c'est plus petit que l'intégrale de valeur absolue de f entre xn et xn plus p si xn est plus grand que xn plus p, et c'est dans l'autre sens si xn est plus petit que xn plus p. Donc en valeur absolue, ça permet juste de garantir que les bornes sont dans le bon sens, comme j'expliquais plus haut. C'est plus petit que la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Ça, c'est un théorème qu'on a appris au chapitre 3. Et ça, c'est plus petit que epsilon, d'après ce qu'on a montré ici et ici. Et on a donc ça pour tout n plus grand que n epsilon et pour tout p plus grand que n. Donc on a montré que un est de Cauchy. On a posé un epsilon et on a trouvé un rang n epsilon à partir duquel un plus p moins un est plus petit que epsilon. Et à ce stade, on pourrait se dire, c'est super, du coup, on a xn qui tend vers plus l'infini. On a montré que l'intégrale entre a et xn de f de t dt a une limite quand n tend vers plus l'infini, et du coup, il y a xn qui tend vers plus l'infini. On pourrait se dire, du coup, cette limite, c'est ça, l'intégrale de f entre a et plus l'infini. Alors le problème, c'est que il se pourrait que si je change de suite xn, ça fasse plus la même limite. Ici, j'obtiens une limite, mais a priori, cette limite dépend de la suite xn. Je vais la noter lx. Donc attention, on pourrait penser que on pourrait vouloir dire que Lx
est égal à la valeur de l'intégrale généralisée de f sur a plus l'infini. Mais a priori, ça dépend de la suite, ça dépend de quelle suite je prends. Donc par exemple, si xn c'est la suite n au carré, peut-être que l'intégrale de a à n au carré de f de t dt, ça tend vers 3, mais ça se trouve si j'avais pris une autre suite, par exemple y égale 2 puissance n, peut-être que ça aurait donné une autre limite. Donc là, on pourrait croire qu'on a gagné, mais en fait, c'est pas si clair, parce que si on prend une autre suite, c'est pas sûr qu'on tombe sur la même limite. Alors en fait, il y a même des exemples d'intégrales qui sont pas absolument convergentes et où quand on fait ça, on tombe pas toujours sur la même limite. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de l'étape 2. On va montrer que, quelle que soit la suite xn, on obtient toujours la même limite L. Donc étape 2. On va montrer que si je prends une autre suite, on obtient toujours la même limite. Donc on va montrer que si je prends deux suites xn et yn qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, alors la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale entre a et xn de f de t dt, donc ça on a vu que ça existait, on sait aussi que l'intégrale entre a et yn de f de t dt, bah pareil, hein, d'après l'étape 1, ça va avoir une limite quand n tend vers l'infini. Et ce qu'on va montrer, c'est que ces deux limites sont égales. Donc en fait, cette inquiétude qu'on avait là n'était pas fondée. Alors, comment est-ce qu'on va montrer ça? Donc la première limite, celle-là, là, je vais la noter L, et la limite pour yn, je vais la noter L'. Oh non, attendez, je vais les appeler Lx et Ly. Donc on note Lx, cette limite-là. Zoup, on va tricher un coup. On a rien vu. Voilà, cette limite-là, je l'appelle Lx. Et l'autre, je vais l'appeler Ly. Et mon but dans la vie, c'est de montrer qu'elles sont égales. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que L égale L'. Que Lx égale Ly. Alors comment on va faire ça? Pour ça, on va prendre une troisième suite. Paniquez pas, vous allez voir. On va prendre une suite qui va prendre les valeurs xn et yn alternativement. Donc Zn, ça va être égal à... Plutôt Z2n, ça va être égal à xn. Et Z2n plus 1, ça va être égal à yn. Du coup, Z0, c'est x0. Z1, c'est y0.
Z2 c'est x1, Z3 c'est y1, et je les parcours tous comme ça. En prenant à chaque fois un dans xn, un dans yn, un dans xn, un dans yn, et ainsi de suite. Alors du coup, l'ensemble des valeurs d'adhérence de Zn, dans R bar, bah, c'est la limite de xn et la limite de yn. Sauf que xn et yn, elles ont la même limite, qui est plus l'infini. Donc Zn a une seule valeur d'adhérence dans R bar, et c'est plus l'infini, donc Zn tend vers plus l'infini. Mais du coup, d'après l'étape 1, l'intégrale de f entre a et Zn a une limite dans R quand n tend vers plus l'infini. Cette suite-là, je vais l'appeler Wn. Et d'un autre côté, Wn a deux valeurs d'adhérence. Puisque W2n, du coup, c'est l'intégrale entre A et Z2n de f de t dt et Z2n c'est xn. Hop là, xn. Et ça tend vers Lx quand n tend vers l'infini. Et W2n plus 1, ça va tendre vers Ly. Oups, pardon, fausse manip. C'est ça de vouloir gagner trop de temps. Alors, W2n plus 1, c'est Z2n plus 1, c'est l'intégrale entre A et Z2n plus 1. Et Z2n plus 1, c'est Yn. Ça va tendre vers Ly. Donc l'ensemble des valeurs d'adhérence de Wn, c'est l'ensemble Lx, Ly. Mais comme Wn converge, elle a une seule valeur d'adhérence dans R bar. Et du coup, si on a l'impression qu'il y en a deux, ici Lx et Ly, bah, en fait, ces deux valeurs sont les mêmes. Donc, quelle que soit la suite xn que je prends qui tend vers plus l'infini, l'intégrale entre a et plus l'infini de l'intégrale entre a et xn de f de t dt, quand n tend vers l'infini, ça converge toujours vers la même valeur, quelle que soit la suite. Donc cette limite commune, je vais la noter grand L. Donc à toutes les suites du type intégrale entre a et xn de f de t dt pour une suite xn qui tend vers plus l'infini. Et évidemment, c'est cette limite-là qui va être la valeur de l'intégrale généralisée. Donc ça, c'est l'étape 3. Conclure du coup que
l'intégrale généralisée converge et que sa valeur c'est L. Donc, montrons que la limite quand b tend vers l'infini de l'intégrale de a à b de f de t dt égale L. Et du coup, on aura obtenu que l'intégrale généralisée converge et vaut L. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on revient à la définition de la convergence quand b tend vers plus l'infini, ce qu'on veut montrer, c'est que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un réel grand M tel que si b est supérieur ou égal à grand M, alors l'intégrale entre a et b de f de t dt moins L est plus petit que epsilon. C'est ça qu'on va montrer. Et on va le faire par l'absurde. Donc supposons, par l'absurde, que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, donc je vais prendre la négation de tout ce bazar là. Dans ce cas-là, il existe un epsilon positif tel que, quel que soit le réel m, même très très grand, il existe toujours un bm, du coup ça va dépendre de m, dans a plus l'infini, tel que b est supérieur ou égal à m, mais malgré ça, l'intégrale entre a et b de f et L, ils sont à une distance plus grande que epsilon. Donc la négation de la convergence de l'intégrale d'entre a et b de f de t dt vers L quand b tend vers plus l'infini, c'est ça. C'est qu'il y a un epsilon supérieur à 0, tel que même si m est très très grand, si on se débrouille pas bien, il y a toujours un b tel que b est plus grand que m, et l'intégrale entre a et b de f de t dt moins L est plus grand que epsilon. Je vais appliquer cette propriété avec... Donc j'ai le droit de l'appliquer avec n'importe quel réel m positif et ça va me donner un bm qui correspond. C'est comme ça que ça marche cette proposition. Il y a un epsilon tel que si je donne n'importe quel m positif, la propriété étoile orange, là, elle va me donner un bm qui vérifie bm plus grand que m et intégrale entre a et bm de f de t moins L, c'est plus grand que epsilon. Donc on applique étoile orange avec m égale 0. Alors non, m égale 0 on ne peut pas parce que m est positif. Avec m égale 1, je vais obtenir un b1 dans a plus l'infini tel que b1 est supérieur ou égal à 1 et l'intégrale entre a et b1 de f de t moins L est plus grand que ce epsilon là. Puis si j'applique avec m égale 2, j'obtiens du coup B2 plus grand que A et plus grand que 2. Et l'intégrale entre A et B2 de f de t dt reste plus grande que epsilon. Moins L reste plus grande que epsilon. Et après, je recommence avec m égale 3, m égale 4, m égale 5, et ainsi de suite.
en appliquant étoile à chaque entier m, pour chaque entier n, ça va me donner un réel Bn. Donc, dans A plus l'infini même. Tel que Bn est plus grand que n, et l'intégrale entre A et Bn de f de t dt moins L est plus grand que epsilon. Mais du coup, la suite Bn, parce que du coup ça nous fait une suite, la suite Bn, bah du coup comme elle est plus grande que la suite n, elle tend vers plus l'infini. Et l'intégrale entre A et Bn de f de t dt, bah, elle tend pas vers L, parce que l'intégrale entre A et Bn de f de t dt moins L, ça reste plus grand que epsilon. Mais ça contredit l'étape 2. À l'étape 2, on a obtenu que pour toute suite Bn, enfin pour toute suite Xn, qui tend vers plus l'infini, donc comme Bn, l'intégrale entre A et Xn de f de t dt, ça doit tendre vers L. Donc là, on a une contradiction. Si Bn tend vers plus l'infini, d'après l'étape 2, l'intégrale entre A et Xn de f de t dt, elle est obligée de tendre vers L. Et du coup, on a une contradiction, et c'est bien ce qu'on voulait. Et du coup, ce qu'on a supposé au début, enfin, ce qu'on a supposé qui était vrai était en fait faux. Notre raisonnement par l'absurde a fonctionné, on a trouvé une contradiction. Et si on revient du coup au début, on le voit que du coup, on peut en conclure que la limite quand b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre a et b de f de t dt égale L. Autrement dit, l'intégrale généralisée de f converge vers L. Donc on a montré que si on a une intégrale absolument convergente, alors elle est convergente. Et on a obtenu en plus que quand on a une intégrale généralisée convergente, alors on peut choisir n'importe quelle suite à xn qui tend vers plus l'infini, et l'intégrale entre a et xn de f de t dt s'attendra vers la valeur de l'intégrale généralisée.
Donc dans la foulée, on a montré ça. Donc ça veut dire que si on sait que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt converge, alors pour n'importe quelle suite, n au carré, 2 puissance n, qui tend vers plus l'infini, on sait que l'intégrale entre a et n, 2 puissance n au carré, etc., ça va converger. Et dans l'autre sens, si on a une intégrale généralisée telle que l'intégrale entre a et xn converge pour toutes les suites xn, alors cette intégrale généralisée converge. Alors, attention, ça ne suffit pas d'avoir une seule suite. Donc, il ne suffit pas de trouver une suite telle que xn tend vers l'infini et intégrale entre a et xn de f de t dt converge. Ça ne suffit pas pour montrer que l'intégrale généralisée converge. Je veux dire par là, ça ne suffit pas de trouver une suite xn telle que xn tend vers l'infini et l'intégrale entre a et xn a une limite quand n tend vers l'infini pour montrer que l'intégrale généralisée converge. Pourquoi pas on va voir un exemple, en fait, où il y a une suite xn telle que l'intégrale entre a et xn de f de t dt, ça converge, mais néanmoins, cette intégrale généralisée ne converge pas, c'est la fonction cosinus de pi fois t. Donc, prenons un contre-exemple. Si je prends f de t égale cosinus de 2pi fois t, donc attention, t c'est pas un entier, donc cosinus de pi fois t, ça fait pas spécialement 0. Par exemple, si t ça fait, je sais pas moi, racine de 2, cosinus de 2 racine de 2pi, ça fait pas spécialement 0 ou 1. C'est pas parce qu'il y a un 2pi dans le cosinus que ça fait forcément 1, c'est ce que j'essaie de dire. Alors dans ce cas-là, si on prend xn égale n, on trouve que l'intégrale entre 0 et xn de f de t dt, donc c'est l'intégrale entre 0 et n de cosinus de pi t dt. Donc ça, on sait primitiver, ça nous fait sinus de pi t sur 2pi entre 0 et n. Sauf que sinus de pi n, vu que n c'est un entier, ça fait 0, et sinus 0, ça fait 0, donc ça fait 0, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc l'intégrale entre 0 et n de f de t dt converge. Mais, si je fais pour x supérieur ou égal à 0, l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, comme on a appris à faire dans la première vidéo, donc l'intégrale entre 0 et x de cosinus de pi t dt, pas toujours la même primitive, ça nous fait sinus de pi t sur 2pi entre 0 et x, ça nous fait donc sinus 2pi x sur 2pi, moins sinus 0 qui fait 0. Bah ça n'a pas de limite quand x tend vers plus l'infini. Et donc l'intégrale généralisée, comme on a déjà vu, on a vu un cas similaire dans la vidéo numéro 1. Donc ici,
l'intégrale entre a et n de f de t dt a une limite quand n tend vers l'infini. Mais l'intégrale généralisée diverge quand même. Donc ça, c'est un piège, hein, attention à ne pas tomber dedans. Ce genre de cas est malheureusement possible. Pour être sûr avec des suites que l'intégrale généralisée converge, il faut que ça marche pour toutes les suites et pas pour une seule suite. C'est ce qu'on a écrit ici et c'est ce qu'on a obtenu en démontrant le théorème de convergence absolue. D'ailleurs, cette fonction cosinus de pi, si on prend la suite xn égale n, on obtient la limite 0. Par contre, si on prend la suite n plus un quart, donc je vous laisse vérifier ça, mais si on prend yn égale n plus un quart, une remarque, si on prend f de t égale à nouveau cosinus de pi t et yn égale n plus un quart, donc à nouveau c'est une suite qui tend vers plus l'infini, on a yn qui tend vers l'infini, et l'intégrale entre 0 et yn de f de t dt, donc cette fois ça va nous donner sinus de pi t sur 2pi entre 0 et n plus un quart. Donc en 0, ça fait toujours 0. Et en n plus un quart, ça va nous faire 2πn plus 2pi sur 4. Donc ça va nous faire 1 sur 2pi fois sinus de 2pi plus donc 2pi sur 4 qui fait pi sur 2. Et ça, le sinus de 2pi plus pi sur 2, ça nous fait 2πn, pardon, j'écris n'importe quoi, pardon. Ça nous fait sinus de πn plus pi sur 2. Le n qui est important ici quand même. Et ça a une limite aussi, quand n tend vers l'infini. Ça tend vers 1, parce que sinus de pi n plus pi sur 2, ça tend vers 1. Et donc si je multiplie par 1 sur 2pi, ça fait 1 sur 2pi. Donc ça, c'est un cas où si je prends deux suites différentes qui tendent vers plus l'infini, la limite, quand n tend vers l'infini, de l'intégrale de f de t entre 0 et yn, et la limite, quand n tend vers l'infini, entre 0 et xn, sont différentes. Où xn, c'est la suite qu'on avait, je veux dire par là, xn égale n. Donc c'est pour vérifier qu'on n'est pas dans ce genre de cas avec les fonctions absolument convergentes qu'on fait l'étape 2. Peut-être vous trouviez ça bizarre, l'étape 2 de la preuve au-dessus, parce qu'on avait l'impression qu'on avait fini dès l'étape 1. En fait, c'est à cause de ce genre de cas un peu bizarre où on peut avoir des limites différentes selon quelle suite on prend. Alors là, c'est une fonction qui n'est pas absolument convergente. Donc en fait, à l'étape 2, on montre qu'on n'est pas dans ce cas-là, dans le cadre de la preuve, mais c'est pour ça qu'on fait l'étape 2, c'est parce que c'est pas sûr que quand j'ai fait ça, si je change de suite, ça donne toujours la même chose. Donc ici, pourquoi ça ne contredit pas la preuve du théorème ? Parce que si on prend une troisième suite
Zn égale n plus 1,5. N sur 2, pardon. N sur 2 plus 1 quart, excusez-moi. Si j'arrive pas à relire mes notes, ça va pas aller. On a toujours Zn qui tend vers plus l'infini. N sur 2 plus 1 quart, ça tend vers plus l'infini. Et cette fois, l'intégrale entre 0 et Zn de f de t dt, donc toujours sinus 2πt sur 2π, entre 0 et n sur 2 plus 1 quart, on va obtenir 1 sur 2π fois le sinus de... Alors quand t égale n sur 2 plus 1 quart, on obtient un sinus de 2πn sur 2, donc πn, plus 2π sur 4, donc plus pi sur 2. Et sinus pi sur 2 plus πn, bah, si n est pair, par exemple en n égale 0, ça fait sinus pi sur 2 qui fait 1. Mais après, on a sinus pi sur 2 plus pi, je fais un cercle trigonométrique dans l'air là. Sinus pi sur 2 plus pi, ça va faire moins 1. Puis après, sinus pi sur 2 plus 2pi, ça va à nouveau faire 1. Et du coup, en fait, ça nous fait du moins 1 puissance n sur 2pi. Donc il n'y a pas de limite quand n tend vers l'infini. Donc l'étape 1 n'est pas vérifiée. Donc c'est pour ça que ça contredit pas, que cet exemple ne contredit pas le théorème, parce que dans le théorème, à l'étape 1, on a montré que toutes les suites à Zn, que toutes les suites xn qui tendent vers l'infini nous donnent une intégrale entre 0 et xn qui converge, et c'est pas le cas de celle-là. En fait, c'est à ça qu'elle sert l'absolue convergence, à nous garantir que toutes les suites donnent quelque chose qui converge. Donc cette fonction-là n'est pas un contre-exemple du théorème, puisque même si ça donne des limites différentes, en fait c'est parce qu'il y a des fois où il n'y a pas de limite du tout, et ça c'est exclu dans le théorème par l'étape 1. J'espère que c'était à peu près clair, donc toute cette partie ici est un peu annexe. Ce qui est important, c'est surtout la preuve du théorème, et surtout le résultat. Une intégrale généralisée absolument convergente et convergente, c'est ce dont on va se servir dans la suite. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.